Le Sofitel de Chicago, le siège de France Télévisions Paris, entre autres, c'est lui, Jean-Paul Viguier, l'architecte de renom international, qui est l'invité de ce 7e tête-à-tête sur la TV. Alors, l'idée d'une carrière dans l'architecture, Jean-Paul Viguier, elle vous est venue quand? Une carrière, pas, c'est beaucoup dire, disons, l'idée de m'intéresser à l'architecture. Bon. L'architecture, pour moi, c'est une sorte de bain d'enfance, puisque mon père était architecte. Donc, et il était architecte à une époque où l'architecture et la vie privée étaient totalement mélangées l'une à l'autre. C'est-à-dire que l'agence était dans l'appartement était dans l'agence, ma mère faisait les comptes de l'agence, mon père dessinait sur la table de la salle à manger. Quand ma mère faisait des cakes, qu'elle réussissait très bien d'ailleurs, elle allait chercher du papier calque sur les tables à dessin pour le mettre dans le moule à cake de façon à ce que la pâte n'accroche pas sur le moule, vous voyez. Donc l'architecture, c'est une sorte de bain de jeunesse dont je me suis jamais défait et c'est pour moi une période de ma vie très heureuse. Voilà. Et votre formation, alors comment ça s'est passé après Oui, alors donc j'ai vécu dans ce milieu tout le temps. Évidemment, mon père était un des architectes qui était un peu en pointe à Toulouse à ce moment-là, et donc il s'occupait de sujets qui mobilisaient toutes sortes de métiers, des artistes, des gens de la médecine, des gens de la psychologie, de la sociologie. Et toutes ces discussions avaient lieu à la maison, dans l'appartement. Et donc j'écoutais ça, moi, avec émerveillement. Et à Toulouse, on n'avait pas le choix. Donc quand on était adolescent, il y avait que deux endroits, puisqu'à l'époque, les garçons et les filles étaient séparés dans les lycées. Et donc il n'y avait que deux endroits où l'on pouvait aller. On pouvait aller soit chez les jésuites, donc on allait au Caousou, dans une éducation jésuitique très dure. Et moi je suis allé dans la partie, puisque mes parents étaient un peu anticléricaux, donc je suis parti du côté séculier vers le lycée Pierre de Fermat. Et à Toulouse, à cette époque-là, c'est-à-dire dans les années 60, lorsqu'on arrivait à la fin du lycée et que l'on ne faisait pas du droit et que l'on ne faisait pas de la médecine ou que l'on ne voulait pas être vétérinaire, il n'y en avait qu'un choix, c'était de partir. Alors vous êtes parti? Donc je suis parti faire les beaux-arts à Paris. Et je suis jamais revenu à Toulouse. Voilà. Donc, alors, les qualités de l'architecte, un bon architecte, selon vous? Les qualités d'un architecte, c'est-à-dire que l'architecture, c'est à la fois un métier d'imagination, c'est-à-dire qu'il faut être capable de se projeter dans un futur probable. Le mot de probable est important parce que c'est à la fois un métier de création, mais l'architecture n'est pas un métier d'artiste au sens strict du terme, puisque l'architecte, comme vous savez, a des clients. Et que l'architecture est un métier qui a une dimension artistique, mais cette dimension artistique plonge le métier dans le réel. Et ce que vous projetez doit être faisable. L'architecture, c'est un métier du possible. Vous savez, il y a ce fameux texte de Paul Valéry qu'on appelle le Palinos, dans le livre Palinos ou l'architecte, dans lequel il dit que l'architecture, c'est un art, c'est un métier qui est plongé dans l'utile, qui est plongé dans le beau et qui est plongé dans le possible. C'est-à-dire il faut que l'architecture, ça sert. On fait des bâtiments qui sont utiles. Ils sont durables au sens où il faut qu'ils durent et qu'ils s'inscrivent et qu'on les finance. Et il faut qu'ils soient beaux. C'est-à-dire que là, c'est de ces trois dimensions, le beau, c'est la seule qu'on ne peut pas mesurer. C'est ce qui rattache finalement l'architecture à l'art. Et dépasser les limites, c'est l'une des devises de l'architecte aussi. Alors ça, c'est une chose que je dis moi, parce que dépasser les limites, c'est-à-dire que l'architecte, c'est une sorte d'explorateur aussi des temps modernes. C'est-à-dire qu'on explore souvent l'architecture qui s'exerce sur les terrains battus, c'est finalement pas très passionnant, quoi. Donc on est toujours à la recherche de cette faisabilité de la construction, mais en même temps de champs nouveaux, de terrains nouveaux, d'horizons nouveaux, quoi. Et ce goût d'exploration s'applique à la fois aux technologies, c'est-à-dire qu'on pousse toujours les technologies plus loin que ce qu'elles ont l'habitude d'aller. Alors évidemment, il y a un moment où on ne peut pas... quand j'utilise par exemple du verre pour faire de la structure, moi, il faut que le verre tienne. Donc ma limite à moi, c'est quand le verre casse. C'est-à-dire quand le verre casse, je ne peux plus l'utiliser pour faire de la structure, quoi. Mais voilà. Donc j'explore souvent l'architecture aux limites.
Alors le scandale, la discussion et l'intégration, selon Nathalie Heinisch, ce sont les étapes fondamentales de la création. Est-ce que vous avez souvent été confronté justement à la première étape, au scandale? Oui, ça c'est vrai. C'est vrai que Nathalie Heinisch utilise cette façon de parler de l'art en 3 temps. Parce qu'elle dit elle dit effectivement que dans l'art, l'art n'existe pas s'il n'est pas scandaleux au départ. Autrement dit, s'il n'attire pas l'attention. L'art plat, l'art qui n'intéresse personne, n'est pas de l'art. Et c'est une chose qui ne s'applique pas littéralement à l'architecture, sauf quand l'architecture se situe délibérément sur le terrain du scandale. Et ça m'est arrivé, moi, notamment sur les projets qui proposent de l'architecture moderne à côté de bâtiments protégés ou patrimoniaux. Vous voyez, par exemple, quand je fais la médiathèque de Reims en métal noir, en acier et en verre, juste en face de la cathédrale Notre-Dame à Reims, qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, là, je suis sur le terrain du scandale. C'est-à-dire, mon architecture devient scandaleuse. Et les gens protestent, font des manifestations dans la rue, écrivent des papiers dans les journaux contre le projet. Créer des groupes de pression pour empêcher ce projet de se faire. Donc il y a une période dans ce genre de projet qui est nécessairement scandaleuse. Et donc cette période est très agitée, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi je défends le projet et surtout je ne bouge pas de mes convictions parce que si je bouge, le projet est fichu, donc je reste sur les convictions. Et donc c'est une espèce de rapport de force qui s'établit entre ceux qui veulent empêcher ce projet de se faire et moi qui le défends. Et si je gagne cette bataille, il y a un moment d'apaisement. C'est le deuxième temps de Nathalie Heinisch quand est-ce qu'elle définit là. Et puis après, il y a un troisième temps qui fait qu'à Reims, par exemple, le plus grand opposant à mon projet, qui était Nadine Heitzig, propriétaire des Champagnes Heitzig, après m'avoir combattu largement, un jour s'est retrouvé quelques mois plus tard avec moi face à la médiathèque pour me dire il n'est pas si mal après tout votre projet. Voilà. Ça, c'était l'intégration. Voilà, ça c'est l'intégration. Voilà. Alors quelles sont les étapes d'un chantier? Alors on va prendre l'exemple de France Télévisions, par exemple du siège de France Télévisions. Comment ça s'est passé? D'abord, c'est une volonté politique qui était celle de Jean-Pierre Elkabbach, qui avait fait voter à l'Assemblée nationale l'idée qu'en France, il y aurait une maison de la télévision. Donc ça part d'une idée qu'on va regrouper la télévision publique, qui est dispersée dans différents endroits, on va la regrouper dans un seul endroit et que l'on va créer une maison pour ça. Voilà. Donc ça, il y a une volonté politique au départ. Et puis Jean-Pierre Elkabbach était très fier d'avoir obtenu ça du Parlement français. Ensuite, une fois qu'on a cette volonté, on la transforme pour que cela devienne un projet, un bâtiment. On cherche un lieu. Et ça c'est Balladur qui intervient à ce moment-là, parce que Balladur voulait qui était Premier ministre à l'époque, voulait que ce bâtiment de la télévision, cette maison de la télévision, se situe dans Paris. Or, c'est un grand bâtiment qui occupe une grande surface, donc c'était pas facile de trouver un site assez grand pour loger ce bâtiment. Donc on l'a mis tout à fait à l'ouest de Paris, à la limite là où il y avait, à côté du parc André Citroën, dont je m'étais occupé quelque temps avant, un terrain qui était des anciens terrains ferroviaires que l'on a récupérés et qui était suffisamment grand pour loger ce bâtiment. Ensuite, on fait un concours, et donc là, c'est là où moi j'arrive, en général, c'est là où commencent mes ennuis et mon enthousiasme à la fois, puisque je vais me retrouver parmi au mieux 3, 4, 5 architectes et au pire parmi 10, 12 quelquefois, au terme d'une sélection longue, difficile, à avoir à concourir et à affronter d'autres projets. Produit des projets, et ensuite ils sont soumis à des jurys qui choisissent. Là, le choix était très long, parce que le jury hésitait entre 2 projets, donc j'ai fini par remporter ce concours, et une fois qu'on l'a remporté, on se trouve face définitivement au client, qui en l'occurrence était France Télévisions à l'époque, dans sa nouvelle configuration, puisque là il s'agissait de regrouper France 2, France 3, donc c'était un programme très passionnant et unique en France en fait. Et j'ai passé 5 ans de ma vie à faire ça. Nous étions très fiers que le téléspectateur français, puisque un jour l'antenne est passée de l'avenue Montaigne où se trouvait France 2 à France Télévisions sur le quai Citroën, sans que les téléspectateurs ne se rendent compte de rien. Voilà. Alors votre projet phare du moment, l'un de vos projets phares, c'est une tour à la Défense. Alors je fais une tour à la Défense qui s'appelle Majunga, qui est une tour de la nouvelle génération,
c'est-à-dire des tours qui sont devenues plus citoyennes, qui consomment moins d'énergie, qui ont des fenêtres qui ouvrent, qui distribuent des espaces vastes, lumineux. Vous savez, les tours en France en particulier ont une mauvaise réputation parce qu'elles ont été construites dans la période d'après-guerre sur des procédés industriels dans lesquels il s'agissait de construire vite, pas cher et en général moche. Donc les gens ont une mauvaise opinion des tours en France, dans le public. Là, dans cette tour de Majunga, il y aura des jardins d'étage, par exemple. Donc on pourra sortir, avoir l'air en contact avec l'extérieur, dans les plantes, dans les arbres, même au 30e étage. Donc les tours ont beaucoup changé. Et il leur reste à faire un nouveau pas en avant maintenant pour qu'elles deviennent totalement citoyennes, au sens où elles deviennent véritablement une typologie capable de créer la ville d'aujourd'hui, et la ville durable d'aujourd'hui, c'est qu'elles mélangent les fonctions. Puisque aujourd'hui, et notamment en France, on a beaucoup de réticence à mélanger l'habitat, les commerces, les services et les bureaux dans un même bâtiment. On crée un bâtiment par fonction, alors que dans la plupart des pays anglo-saxons, ces fonctions sont mélangées dans l'intérieur d'un même bâtiment. Et donc la tour aujourd'hui, la tour Majunga que je construis à la Défense, est uniquement une tour de bureau. Ça aurait été pas mal si par exemple il y avait eu un hôtel au sommet, ou s'il y avait eu quelques logements en bas ou en haut, si elle avait quelques services au milieu. C'est-à-dire que la tour est capable d'accueillir une mixité de fonctions qui n'est pas encore mise en œuvre en France. Alors écologie, c'est le mot d'ordre de l'architecte de demain. Non, l'écologie, c'est une découverte de bon sens. C'est-à-dire que l'écologie, c'est simplement se demander quel est le lien entre ce que l'on fait et la planète au sens large. C'est-à-dire que les bâtiments que nous posons consomment des matières, ils consomment des énergies, ils servent à des publics. Et donc l'écologie, c'est simplement se demander quel est l'équilibre entre toutes ces fonctions. C'est-à-dire construire un bâtiment avec le moins de matières possible, le construire avec des matières qui, lorsque ce bâtiment sera démoli, pourront être recyclées pour resservir. Lorsqu'il fonctionne, c'est faire en sorte qu'il soit bien orienté, bien conçu, qu'il ne consomme pas beaucoup d'énergie ou qu'il en consomme le moins possible. Donc l'écologie en matière d'architecture, c'est simplement se poser ces questions. Merci beaucoup Jean-Paul Viguier.